Bonjour à tous et à toutes, chers supporters marseillais. On se retrouve pour un nouveau talk sur l'Olympique de Marseille. On en a fait un avec notre journaliste Raphaël Nouet, qui était là le jour où ça s'est passé, l'altercation entre Ro et Rabiot. Aujourd'hui, nous sommes avec Bastien et on va vous parler des déclarations et surtout des coulisses. Alors, Romain Molina a fait une vidéo hier soir pour expliquer les coulisses de cette baston, hein, tout simplement. Il a déclaré les mecs se battent alors qu'un de leurs coéquipiers de 17 ans fait un malaise. Ils s'en foutent, c'est un pétage de plomb, de la folie. Est-ce que Bastien, tu comprends mieux la décision des dirigeants suite à cette altercation? Tout d'abord, bonjour à tous, bonjour Louis, bonjour à tous les Marseillais. Alors pour être tout à fait honnête, j'étais un petit peu loin de toute cette affaire pendant quelques jours. J'ai appris tout ça un petit peu en me renseignant à droite à gauche. Effectivement, tout se recoupe un petit peu. Cette baston, comme tu l'as si bien désigné, totalement, on se croirait dans la rue. On se croirait dans les quartiers nord de Marseille ou dans les quartiers un petit peu chauds en tout cas. Je comprends tout à fait, si tant est que la vérité soit sortie de la bouche de Mehdi Benatia, je ne vois pas pourquoi il mentirait. Le Marocain est quand même quelqu'un d'assez droit et puis d'un très bon communicant. Oui, je comprends tout à fait la décision, la sanction qui est totalement radicale par rapport à cette altercation lunaire. Alors, on peut aussi se dire que pendant 10 minutes, les deux joueurs ont vrillé très clairement. Est-ce que ça vaudrait toute cette sanction vaudrait pour 10 minutes de vrillage complet? C'est la question qu'on peut se poser, c'est pas à moi forcément d'y répondre. Je pense que quand on voit ça de nos proposés, je pense que c'est quand même très compliqué de pouvoir Mm. réagir après de manière positive. Je suis très choqué, encore une fois. Je pense que j'ai eu pas mal de collègues marseillais qui étaient justement à Rennes, qui ont entendu pas mal de cris. Pour le coup, effectivement, la zone mixte était adossée au vestiaire extérieur. Donc, on sait qu'il y a eu des éclats de voix, des coups qui ont été portés. On l'a su dans la foulée. Je reconnais que je suis atterré, complètement atterré par cette histoire. Honnêtement, c'est lunaire. Adrien Rabiot, je le portais vraiment en nu, hein. Je suis un petit peu dans le même état que Mehdi Benatia sur le coup. Je pensais que c'était un vrai gentleman, un vrai joueur, un vrai homme sur le terrain et en dehors. Maintenant, voilà, il a vrillé pendant 10 minutes. Jonathan Rowe également. Je suis complètement atterré. On va parler des conséquences évidemment sportives et humaines que tout cela va engendrer, mais effectivement, je comprends tout à fait la décision de l'Olympique de Marseille de se séparer des deux joueurs. Ouais, effectivement. Alors là, petit jeu de mots, enfin, petite blague, l'OM bientôt à l'UFC. Qu'est-ce qu'on en pense? Parce que aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu du jamais vu, hein. Mehdi Benatia l'a déclaré à RMC, justement. Moi, j'ai trouvé cette interview très sincère, sa prise de parole vraiment bien sentie, beaucoup plus que celle de Pablo Longoria, où c'était pas trop, il n'y avait pas trop de détails, en fait, finalement, dans ces déclarations-là. Avec Mehdi Benatia, il a tout balayé, hein. Il a parlé des amendes, il a parlé du manque d'investissement de certains joueurs, que c'était du jamais vu, que c'est pas possible. Nous, on fait du foot, on fait pas du MMA. Donc Romain Molina a continué de déclarer certaines choses. Ce n'était pas une simple bagarre de vestiaire. Il y a eu 2 rounds. Ça a duré 10 minutes. C'est une bagarre de rue. Vis-à-vis de ce qu'a dit Mehdi Benatia à RMC, est-ce que tu comprends cette position vraiment de se dire de toute façon, on n'incrimine que ces deux joueurs uniquement, ou parce qu'il y avait un autre joueur aussi qui était un peu concerné, qui a déclenché par des mots aussi cette altercation, c'est Geronimo Rulli qui a été aussi impliqué de base, hein. Il y a eu quand même des insultes envers Jonathan Rowe qui ont été proférées de la part des cadres, dont Geronimo Rulli. Est-ce que ça serait pas aussi une faute collective, j'ai envie de dire, plutôt que juste Adrien Rabiot et Jonathan Rowe? Il y a plusieurs grilles de lecture à apporter à toute cette histoire, mon petit Louis. La première, c'est que, premièrement, Geronimo Rulli, alors il a été exemplaire sur le terrain, ce qui n'est pas le cas d'Adrien Rabiot et de notre ami Jonathan Rowe. Je parle évidemment du match à Rennes. Donc, qu'il y ait des insultes, qu'il y ait des mots un petit peu fleuris, pourquoi pas? Ça fait partie d'un vestiaire. J'ai joué au foot, t'as joué au foot, tout le monde a joué au foot, je pense, ici un petit peu. Dans un vestiaire pro, c'était encore une autre histoire, mais je pense vraiment que ce sont des cas de figure qui peuvent arriver. Geronimo Rulli est un Argentin, c'est quelqu'un d'assez sanguin, il fait le boulot. La différence des deux autres, c'est qu'il a fait le boulot sur ce match-là. Donc, premièrement. Deuxièmement, je pense qu'il y a ce qui a vraiment déclenché un petit peu le courroux des dirigeants marseillais, et Mehdi Benatia l'a bien précisé, c'est qu'il n'a eu aucune excuse
pendant 48 heures. Je pense que réellement que c'est ça qui a décidé les dirigeants à agir en âme et conscience. Je pense réellement ils sont tout à fait conscients que deux joueurs peuvent vriller, peuvent sortir de leur gant après un match frustrant. C'est clair et net. On l'a tous vu, c'était très frustrant ce match-là. On se contredit, on fait n'importe quoi. Je pense que réellement que c'est l'absence de mea culpa qui a décidé les dirigeants à agir. Et honnêtement, si c'est vraiment l'argument, je le comprends tout à fait. On peut encore une fois vriller, on peut encore une fois sortir de nos gonds. Ça peut nous arriver, ça m'est arrivé, je pense que ça t'est arrivé aussi. Maintenant, ne pas redevenir dans un état normal de politesse, de courtoisie, de prise de hauteur, c'est là où je pense qu'il y a un vrai problème. Et troisième grille de lecture à apporter, c'est qu'il faut quand même se rappeler aussi qu'il y a un petit jeune qui s'appelle Daryl Bacola, qui a fait un malaise vagal, qui était à quelques mètres d'eux. Et j'ai l'impression qu'ils s'en foutaient complètement. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Alors oui, on a compris qu'ils étaient dans leur monde, effectivement. Mais globalement, je pense que toute cette histoire est lunaire. Et ce qui me choque le plus, c'est que très honnêtement, j'ai suivi évidemment, comme tout le monde, la saison de l'Olympique de Marseille lors du dernier exercice. Et je n'ai absolument jamais entendu le moindre grief entre Adrien Rabiot ou Jonathan Rowe. J'ai l'impression que c'est arrivé du jour au lendemain. Il y a une stigmatisation sur l'anglais sur ce match-là qui est assez phénoménale. Oui, il n'avait pas été bon. Est-ce qu'il y a eu des antécédents un petit peu cachés avant? Je ne sais pas, je ne pense pas. Ce n'est pas en tout cas les informations que j'ai. Mais ce pétage de plomb est totalement aberrant. Et sincèrement, je pense réellement que tout le monde était choqué. Et justement, avec tous ces arguments, je pense qu'on peut l'être parce qu'encore une fois, on peut aussi se dire que ça pourrait revenir plus tard si on garde ces deux mêmes joueurs. Donc, du coup, c'est très, très compliqué. Je comprends tout à fait les décisions et ce que je ne comprends pas, c'est le pétage de plomb. Encore une fois, dans la première journée, on a raté un match, effectivement. Mais de là à vriller comme ça, c'est quand même spectaculaire. Moi, ce que je blâme vis-à-vis du groupe, c'est finalement de prendre à partie juste un seul joueur. Ça, je trouve ça complètement hallucinant. Le fait que ce soit juste Jonathan Rowe qui soit ciblé. Aujourd'hui, si on appelle des cadres, c'est justement pour qu'ils maintiennent l'ordre, entre guillemets, hein, dans le vestiaire, qu'il y ait une bonne entente. Et cibler un joueur de 20 ans comme étant le principal responsable d'une défaite à Rennes, là où quasiment tout le monde n'a pas été bon, sauf Geronimo Rulli et CJ Egan-Riley, moi je trouve ça hallucinant en fait, tout simplement. C'est-à-dire que les cadres sont potentiellement aussi un peu immatures, ils ne se remettent pas en question. Je pense à notamment Pierre-Emile Hochberg, Leonardo Balerdi ou Geronimo Rulli. Alors ça, Geronimo Rulli fait son match, mais de là à insulter la mère potentiellement de Jonathan Rowe, je trouve que ça va quand même vachement loin. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un joueur qui ne réagit pas quand on se prend autant d'insultes, et surtout de la part de plusieurs personnes. Quand ça va à une personne, l'un à l'autre, on va dire que ça peut se régler à l'amiable. Là, je pense qu'il y a eu un effet de groupe et Jonathan Rowe, il ne s'est pas laissé faire et voilà, il a répondu et voilà ce qui s'est passé derrière. Donc moi, je comprends tout à fait la réaction des dirigeants. Maintenant, j'espère qu'il va avoir une réunion aussi avec les autres joueurs parce que les autres joueurs, il faut qu'ils se rendent compte qu'ils sont aussi coupables de cette situation-là parce qu'il n'y en a que deux qui ont levé la main et certes, du coup, c'est beaucoup plus grave que des mots. Mais aujourd'hui, on ne peut pas engrainer, on va dire, cette situation-là à l'Olympique de Marseille. On va parler maintenant de Adrien Rabiot, de là où il peut atterrir. Mehdi Benassia avait parlé d'une prolongation de contrat qui était discutée, une prolongation de contrat de 3 ans. Alors, une prolongation où c'était un peu compliqué avec la maman de Adrien Rabiot, Véronique Rabiot, au niveau des négociations. Pablo Longoria l'avait même signifié qu'il y avait un deuxième rendez-vous, mais apparemment, il faisait trop chaud. Sympa comme excuse pour éviter des réunions pour une prolongation. Alors, où est-ce que va rebondir Adrien Rabiot? Je rappelle que alors sa valeur marchande n'est pas à 12 millions d'euros. Désolé, ça c'est une erreur. Mais le prix souhaité par l'Olympique de Marseille est à 15 millions d'euros, non pas 20 millions d'euros. Et il y a plusieurs clubs qui sont intéressés, notamment Galatasaray, ça c'était le dernier club. La Juventus, ça serait le club le plus chaud sur Adrien Rabiot. Bien sûr, un club saoudien, pour pas changer, hein, sur un peu tous les joueurs cotés, il y a un club saoudien, forcément. L'AC Milan avec la connexion avec Allegri. Et il y a l'Inter où ça a été rapidement démenti, mais bon, le club est quand même sorti. Donc voilà, on en parle. Tu penses qu'il peut atterrir où et surtout à combien? Quel club va potentiellement vouloir miser sur un joueur qui est un petit peu chaud quand il rate une prestation?
Je leur souhaite bon courage. Maintenant, je ne vais pas non plus stigmatiser Rabiot. Il a quand même une carrière derrière lui qui montre quand même que c'est un joueur quand même plutôt lucide dans ce genre de cas de figure. C'est encore ça qui est encore plus étourdissant dans cette histoire. Je le verrais bien évidemment revenir en Italie. Le problème, c'est que l'Inter de Milan, tu les as cités, ils sont plutôt justement, j'ai vu aujourd'hui une offre de l'Inter pour Andy Diouf, effectivement. Donc plutôt, ils vont miser sur du plus jeune. L'Inter, le Milan AC, effectivement, avec Allegri, serait quand même très chaud, mais il faudra sortir les sous et c'est pas forcément l'idée non plus du club lombard de faire une fin de mercato quand même très animée. Ils ont quand même pas mal de sous. Ouais. À l'Ittihad, je pense pas que notre ami Rabiot va s'enterrer en Arabie Saoudite à un an de la Coupe du Monde, même si évidemment il y a le cas N'Golo Kanté qui est là pour nous dire que Didier Deschamps peut éventuellement sortir des joueurs d'Arabie Saoudite avant pour l'équipe de France. Galatasaray, honnêtement, je ne vois pas Rabiot sortir en Turquie comme ça. Je sais que Rabiot est très sensible toujours à la Première Ligue. Maintenant, je ne vois pas vraiment de club pour l'instant anglais, tout du moins, qui pourrait miser, qui pourrait sortir un chèque sur Rabiot. Il reste quand même 10 jours de mercato. On sait très bien que tu l'as dit si bien d'ailleurs, Louis, Véronique Rabiot est quand même très très dur en affaires. Elle a prétexté qu'il faisait très chaud du côté de Marseille pour annuler un rendez-vous. Alors je confirme qu'il a fait chaud cet été à Marseille, évidemment. Et j'y étais. Je peux rappeler aussi qu'on peut mettre de la clim aussi dans certains endroits. Donc cette histoire est là aussi quand même assez lunaire. Honnêtement, ça va être un vrai enjeu de cette fin de mercato. Où veut rebondir Rabiot? Je serais très 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 curieux de voir justement quel club va miser sur lui. Alors 15 millions d'euros, son avocat dit que c'est très cher, évidemment. Il prêche pour sa paroisse. Maintenant, si un club veut de la valeur, je pense que Rabiot, il a quand même de la valeur sur le marché. C'est un très bon joueur. Il a fait une excellente saison la saison dernière avec l'Olympique de Marseille. Je devrais bien rebondir en Angleterre, mais encore une fois, l'été dernier, c'était son souhait numéro 1. Il n'y a pas forcément beaucoup d'offres qui sont tombées. Donc, je suis vraiment très, très curieux de suivre ce dossier jusqu'à la fin du mercato, avec beaucoup de doutes quand même sur sa destination. Moi, personnellement, je mets une pièce sur un retour à la Juventus. En plus de ça, la Juventus piste un joueur que l'Olympique de Marseille pourrait justement prendre pour remplacer Adrien Rabiot. Alors, je dirai son nom tout à l'heure, parce qu'on a justement un passage là-dessus. Mais ouais, je verrais bien ce deal-là se faire, notamment avec un retour d'Adrien Rabiot. La Juventus qui laisse son plan A, du coup, à l'OM. Et ça serait dans le meilleur des mondes. Sinon, il y a aussi l'échange avec Ismaël Bennacer. Alors là, pour moi, on serait quand même assez perdant, hein, parce que au niveau des valeurs marchandes des joueurs, alors certes, Adrien Rabiot, le prix est fixé à 15 millions d'euros. Son avocat a dit que ça pourrait être beaucoup moins parce que la manière dont c'est fait, etc. Bon, de toute façon, il va avoir une petite bataille entre le clan Rabiot et l'Olympique de Marseille, mais je pense pas que Marseille lâchera. Surtout s'il y a beaucoup de clubs. Galatasaray, pourquoi pas? Galatasaray a fait un très gros recrutement. Ça pourrait aussi intéresser Adrien Rabiot. C'est une ambiance chaude, pourquoi pas? À 31 ans, ils vont jouer aussi, il me semble, la Ligue des Champions. Donc, pourquoi pas? Mais priorité, pour moi, ce sera la Juventus. Et je ne le vois pas trop en Angleterre. Pour moi, il n'y aura pas trop d'offres. À moins d'un club anglais comme Nottingham Forest. Mais à mon avis, ça n'intéressera pas Adrien Rabiot. Ni sa mère. Ni sa mère, non. Ah, mais après, il fait pas très chaud en Angleterre. Donc, potentiellement. Ça peut la sauver. Donc, la déclaration de Mehdi Benassia sur le mercato, l'après Adrien Rabiot. Dites-moi aujourd'hui sur le marché, je vais ramener qui? Au moins au même niveau que Rabiot. Je ne dis pas plus fort parce qu'il n'y a pas, mais au moins au niveau. Eh bien, Bastien, c'est notre rôle. On va chercher les pistes, en tout cas les rumeurs qui ont été citées sur le milieu de terrain. Donc, on commence avec Casado, milieu du FC Barcelone. Alors, ça a été rapidement démenti quand même. Valeur marchande à 30 millions d'euros. Et puis, au-delà de ça, moi, j'y ai jamais cru, tout simplement parce que c'est un numéro 6 et pas du tout un 8 ou un 10. J'ai quand même du mal avec le profil, à moins qu'on veut peut-être basculer Angel Gomez à ce poste-là. Mais je n'ai pas l'impression que ça soit le plan de Roberto De Zerbi.
Non, je te confirme, Louis, il n'y a strictement rien entre Marc Casado et l'Olympique de Marseille. Alors, pour la petite anecdote, c'était un papier qui a été un petit peu rédigé comme ça par 11 Mondial, qui a été un petit peu repris par la presse espagnole. J'ai joué mon ami rédacteur en chef de 11 Mondial qui m'a précisé qu'il n'y avait strictement aucune information là-dessus. Ça a été repris parce qu'évidemment, ça fait du clic. On est quand même allé vérifier à la source. Il n'y a rien, effectivement, d'autant plus que le profil du joueur, comme tu l'as dit, n'est pas forcément celui qui correspond à celui d'Adrien Rabiot. Le Barça, pour le coup, serait prêt à le vendre. Hein. Ils attendent 30 millions d'euros à peu près. D'ailleurs, il me semble que c'est Sport ou Mundo Deportivo a fait sa une du jour sur le sujet, vendre Casado. Le joueur serait évidemment enclin à rester du côté du Barça, mais honnêtement, cette piste, il faut l'oublier très très rapidement parce qu'elle n'existe pas. Ouais, je suis complètement d'accord. Matt O'Reilly, du coup, ça c'est le plan A de la Juventus. Moi, je signe hein, personnellement. C'est d'ailleurs un joueur qui a été longtemps suivi par l'Olympique de Marseille. On en a parlé même lors du début du mercato à Marseille. Donc, très clairement, moi, je vois bien Marseille bouger sur Matt O'Reilly. Et toi, Bastien? Ouais, effectivement, c'est une piste qui a déjà été évoquée. Il me semble que il y a deux semaines maximum de ça. Donc, c'est un joueur que connaît bien Roberto De Zerbi. Effectivement, il est suivi par la Juventus Turin, qui est notamment Damien Comolli. Je sais qu'il aime beaucoup le profil. C'est un profil assez jeune, dynamique, assez puissant. Il peut s'insérer pas mal à pas mal de postes. C'est celui qui, sur le papier, ressemblerait au profil d'Adrien Rabiot le plus sensiblement, selon mon avis. Je pense que techniquement, on aurait l'argent pour le sortir d'Angleterre, donc ça serait plutôt une piste, si c'est pas la meilleure, ce serait peut-être la moins mauvaise en cette urgence de fin de mercato. Ismaël Bennacer, le retour, reviendra pas. Moi, je le vois bien revenir quand même, Ismaël Bennacer, mais j'aimerais bien qu'il soit accompagné par un autre milieu de terrain parce que moi, je me trouve court personnellement et j'aimerais bien qu'on mette un terme au contrat de Geoffrey Kondogbia également. Je sais que tu ne portes pas forcément Kondogbia dans ton cœur, Louis. Je ne peux pas dire le contraire après sa nouvelle prestation en dents de scie à Rennes, forcément. Ismaël Bennacer, effectivement, c'était un dossier qui n'a jamais été totalement abandonné par l'Olympique de Marseille. Il faut le savoir. C'est depuis le début du mercato qui s'est jeté moi non plus. Ils attendent un petit peu la fin du mercato pour justement bouger dans ce dossier. Effectivement, ça pourrait être une sorte de deal entre l'AC Milan et l'Olympique de Marseille. Maintenant, la plus-value, effectivement, tu l'as dit, je ne pense pas qu'il y en aurait beaucoup sur le plan sportif, sur le plan salarial non plus, puisque le salaire est quasiment équivalent. L'avantage qu'il aurait, c'est qu'il connaît l'environnement marseillais, il est d'ici dans l'Avignon, donc ça serait le seul avantage que je peux avoir. Il a fait une grosse préparation cet été. Il pourrait revenir, pas forcément à 100%, mais un petit peu plus que ce qu'il était lors de la deuxième partie de saison à l'Olympique de Marseille. Mais honnêtement, on perdrait au change très clairement sur le Bennacer qu'on a vu ces 6 derniers mois avec le Rabiot qu'on a vu. Tu l'as vu la préparation de Bennacer parce que moi, mis à part une vidéo, j'ai rien vu du tout. Hein, ouais, j'ai vu pas mal de vidéos. Pour le coup, j'ai quand même un collègue à moi qui le connaît un petit peu et il m'a dit honnêtement, il donne tout. Il est quasiment pas, on va dire qu'il n'est pas sorti de l'été, mais en tout cas, il a vraiment fait le boulot. Il veut se donner à fond. Lui-même veut vraiment revenir à son meilleur niveau. Il y a quand même la CAN qui arrive à la fin de l'année, donc il veut vraiment se donner les moyens d'être titulaire dans un grand club. Je le crois, c'est quand même un mec travailleur, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, est-ce qu'il arrivera à retrouver son potentiel? C'est une autre chose, mais ça reste quand même une piste quand même assez crédible pour le coup pour l'OM. Ouais. Moi, il y a mon favori, Bilal El Khanous, qui est notamment pisté par Crystal Palace. Alors, le deal est quasiment fait, on va dire, hein, mais Crystal Palace explore aussi d'autres pistes en même temps, puisqu'ils viennent de vendre Eze à Arsenal. Donc, ce n'est pas encore fait. Potentiellement, l'OM pourrait kidnapper El Khanous et voler le joueur à Crystal Palace. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est une piste qui est là non plus, qui n'a jamais vraiment été totalement abandonnée par l'Olympique de Marseille. On sait que le joueur aimerait venir du côté de l'Olympique de Marseille. C'est un jeune joueur un petit peu électrique comme ça qui peut s'insérer là aussi entre les lignes. Sur le papier, c'est une piste qui hype un petit peu tous les supporters marseillais, pour être tout à fait honnête. C'est un joueur qui sait faire des différences, qui est jeune, encore une fois, qui a ce profil un petit peu, on va dire percutant, qui est plutôt intéressant sur le papier. Là, tu l'as dit, le problème, c'est que la concurrence anglaise, elle n'a jamais lâché l'affaire. Crystal Palace est très, très, très proche de faire le dossier. Donc, si l'Olympique de Marseille
parvient à dépasser le club anglais, ce serait quand même une très très grosse surprise. Mais là aussi, on peut aussi compter sur le fait que l'Olympique de Marseille a des arguments pour séduire le joueur, notamment en Ligue des Champions. Donc, c'est un dossier qui n'est pas encore totalement terminé du côté de l'OM, même s'il est évidemment très mal parti. Ouais. Je précise également, parce que lors de notre dernière vidéo avec Raphaël, j'avais ouvertement critiqué notamment les performances d'Amin Harit. Il me disait anti-marocain. Alors Bilal El Khanous, moi je signe tous les jours. Donc, et il y a clairement un monde entre les deux joueurs, et c'est tout simplement pour ça que je souhaite tourner la page avec notamment Amin Harit, même si voilà, il a rendu des fiers services à l'Olympique de Marseille. Facundo Buenote, donc lui, il est sur la liste un peu des transferts, hein. On l'a un peu cité partout. On l'a même cité à Lyon. Il serait disponible potentiellement aussi en prêt. Ça pourrait arranger les dirigeants d'avoir un jeune joueur comme ça, mais c'est un diamant à polir. Et s'il y a une offre d'option d'achat obligatoire, on va dire qu'on n'est pas sûr non plus qu'il perce, hein, tout simplement, même si c'est un bon espoir, il a que 20 ans. Qu'est-ce que tu en penses de cette piste-là qui présente pour moi un peu plus de risques? Je viens de le dire, il y a un petit peu trop de risques pour moi à mon goût. C'est un très très jeune joueur, il n'a pas encore fait tout à fait ses preuves. Il n'a pas fait une saison complète, il me semble. Donc ça reste une piste un petit peu aléatoire. J'en rajouterai une si tu veux bien. Je sais que l'Olympique de Marseille était très appréciait beaucoup le profil d'un joueur qui s'appelle Rocco Retz, qui joue au Borussia Mönchengladbach. C'était un joueur qui était suivi, qui était apprécié avant l'affaire Rabiot. Est-ce que c'est un dossier qui pourrait être relancé du côté de l'Allemagne cet été, avec tout ce qui vient de se passer? Pourquoi pas? C'est un milieu de terrain justement très polyvalent. C'est un jeune joueur de 23 ans, me semble-t-il. Donc, ça pourrait être une piste qui pourrait replaire aux dirigeants marseillais, mais on en est encore loin. Pour l'instant, il va falloir vendre Rabiot. Ce n'est pas encore chose gagnée. Jonathan Roy, il faudra aussi le sortir. Il faudra quand même aligner les euros pour quand même trouver un dossier quand même béton armé sur cet entrejeu, parce qu'il nous manque du monde. Mais pour moi, de tous les profils qui ont été ciblés, El Khanous à ma préférence avec Matt O'Reilly. Les autres, c'est quand même un petit peu moins bon. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a d'autres pistes qui ont été citées. Il y a Cameron Puertas, donc ancien coéquipier de Pierre-Emerick Aubameyang. Là encore, il serait disponible en prêt avec option d'achat obligatoire, mais très 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 gros salaire. On sait les salaires saoudiens. Donc à voir. Moi personnellement, j'y crois pas vraiment encore, même si je pense que l'OM pourrait être intéressé. Et il y a cette solution aussi de ne pas recruter de numéro 10, hein, tout simplement, et de mettre Mason Greenwood en 10, Zegrova, s'il vient, sur l'aile droite. Qu'est-ce que tu penses de cette solution-là? Et après, de prendre Bennacer pour suppléer Gomez. Il y a cette solution, effectivement. Zegrova reste encore une fois dans les priorités de l'Olympique de Marseille, même si on a vu que la Juventus était très pressante pour le Kosovar du LOSC. C'est une solution qui pourrait être effectivement prisée du côté de l'Olympique de Marseille avec l'urgence du mercato, même si évidemment Greenwood s'était quand même bien fixé sur le côté droit pendant toutes les préparations. C'est là où il a été le plus performant. Je rajoute aussi que pourquoi pas Angel Gomez pourrait monter d'un cran avec potentiellement un autre milieu qui pourrait plus défensif, qui pourrait prendre sa place un petit peu plus bas. Il y a quand même pas mal d'options, encore une fois à réfléchir. Bilal Nadir pourrait revenir aussi un petit peu plus sur le devant de la scène. Daryl Bakola pourrait prendre du galon. Il y a quand même des solutions évidemment moins sur le long terme que ce qui était prévu à la base avec Rabiot. Forcément, Rabiot, Mehdi Benatia l'a encore bien souligné, bien précisé, on ne le remplace pas comme ça du jour au lendemain. Il va falloir agir en urgence. C'est là où on va savoir si Mehdi Benatia est un excellent directeur sportif. Il va vraiment avoir un test sur cette fin de mercato. Il reste 10 jours. Le compte à rebours est lancé, mais ça va être très, très compliqué de trouver en tout cas un milieu de terrain qui s'organise aussi bien dans le jeu de Zerbi et qui surtout correspond au contexte marseillais. Je leur souhaite vraiment bon courage. Tu as parlé de Bilal Nadir, mais c'est le dernier du coup qui sera en fin de contrat après le départ d'Adrien Rabiot. Donc moi je pense que l'OM, et d'ailleurs il n'est pas rentré contre Rennes, hein, c'est Daryl Bakola qui est rentré. Je pense que l'OM là maintenant attend sa prolongation, parce qu'à mon avis il doit avoir des négociations. Sinon il serait carrément mis en vente, hein. Moi dès cet été je pense très sincèrement que c'est soit il prolonge là sur ces derniers jours, soit il ne va pas jouer, hein, Bilal Nadir. Donc, il y a une décision à prendre aussi concernant Bilal Nadir pour moi. C'est vrai, c'est raison. Après aussi, l'Olympique de Marseille pourrait potentiellement viser des joueurs de Ligue 1. Je sais qu'il y a un Niçois que tu aimes beaucoup qui s'appelle Boudaoui. Ouais,
Et Nice ne sera pas forcément un vendeur, malheureusement, mais pourquoi pas, avec un petit chèque, un petit peu remuer un petit peu tout ça en Ligue 1, ça serait quand même une idée plutôt intéressante, il me semble. Mais Boudaoui, c'est 20 à 25 millions d'euros. Alors après, il y a pas mal de rumeurs côté niçois. Jonathan Klaus, ancien Marseillais, qui pourrait partir. À mon avis, ça sent un peu le départ de Franck Hayes. Des Niçois ont parlé que Franck Hayes était en train de vendre sa maison. Ça fait un peu peur, je pense, du côté niçois. Donc oui, Boudaoui, pourquoi pas. Moi, c'est un joueur que j'adore. Il a un peu ce côté foufou sur le terrain. Il tente des choses. Et puis surtout, il a un cardio de malade, et il va récupérer un nombre incalculable de ballons. Là où je pense qu'avec Ismaël Benasser, on serait moins bien servi, tout simplement. On va parler de notre deuxième combattant, Bastien, parce que oui, c'est des joueurs de foot, mais c'est aussi des combattants. Jonathan Rowe, donc là, c'est les bons chiffres. Prix souhaité 20 millions d'euros avec une valeur marchande de 12 millions d'euros. Donc il y avait 3 clubs qui étaient sur Jonathan Rowe, notamment l'AS Roma. Le Stade Rennais, à un moment donné, était très très chaud. Et finalement, ça serait Bologne qui va remporter la mise pour une somme qui serait de 18 millions plus des bonus. Ça atteindrait les 20 millions d'euros. Qu'est-ce que tu en penses de ce départ de Jonathan Rowe? Est-ce que c'est bien vendu avec l'histoire en plus de ça, ou est-ce qu'on aurait pu en tirer un petit peu plus si jamais il n'y avait pas eu cette histoire? Très clairement, je pense qu'on aurait pu en tirer un petit peu plus, au moins 20 millions d'euros sans les bonus. Maintenant, tu l'as dit, l'histoire a totalement rebattu les cartes. Je pense que sortir Raw, même pas une semaine, ou tout du moins quasiment une semaine après ce qui s'est passé à Rennes, c'est quand même miraculeux. On sait que c'est un joueur qui était quand même convoité sur le marché des transferts avant toute cette histoire. Donc, ça fait quand même partie des plans de l'OM de l'exfiltrer cet été, mais malheureusement, malgré une préparation estivale plutôt intéressante, ça restait quand même un joueur sur qui l'Olympique de Marseille comptait en attendant le retour de blessure de Petchao. Donc là aussi, il va y avoir un problème à combler sur le côté gauche, malheureusement pour l'Olympique de Marseille. Mais oui, je pense que ça fait mal au cœur de voir partir ce joueur de 20 ans qui commençait justement à sembler s'intégrer dans le vestiaire marseillais, dans le contexte marseillais. On avait l'impression, avec les vidéos un petit peu qui ont tourné sur l'OM, que c'était un joueur justement qui était plutôt sur le reculoir, un petit peu timide, un petit peu, voilà, qui était dans son rôle de jeune joueur en apprentissage. Honnêtement, j'avais jamais eu de retour négatif sur lui, un petit peu peut-être en cours de saison dernière sur son manque d'implication, mais ça restait un jeune joueur qui était un petit peu comme ça, un petit peu en dilettante. C'est ce qui peut se comprendre. Greenwood était un petit peu comme ça aussi. Je pense que ça serait une bonne chose d'en tirer 20 millions d'euros. Je pense qu'il faut accepter l'offre de Bologne. Je pense réellement qu'elle va être acceptée. Il va être dans l'avion assez rapidement si les offres se confirment. De toute façon, ça c'est sûr, Jonathan Rowe va partir. Il y a plus de doute. Alors moi, je suis le roi des bons coups finalement, parce que j'avais floqué l'année dernière Jonathan Rowe. Je floque cette année Adrien Rabiot. Donc oui, demandez-moi s'il y a des maillots flocage. Côté MMA, ça, oui. Moi, je vous donne les prochains départs. Il n'y a pas de souci. Mais sinon, ça a été un joueur qui a besoin d'un temps d'adaptation. Et aujourd'hui, on l'a vu avec l'Olympique de Marseille. L'année dernière, il y a 0 temps d'adaptation accordé aux joueurs. Lilian Brassier est parti au bout de 6 mois. Eli Wahi, 6 mois. Et j'en oublie d'autres. Mais Koné, au bout d'1 an. Ils partent tous au bout de 6 mois ou 1 an. Dès qu'il y a des petites, on va dire, pas embrouilles, mais des petits manques d'implication, du manque de sérieux, tous partent. Donc c'est pour ça, vigilance sur le groupe. Je sais que là, Mehdi Benassia, il a fait passer des messages dans son interview à RMC. Il s'est aussi adressé au groupe. Il y a eu des manquements. Aujourd'hui, on est l'Olympique de Marseille, on est en Ligue des Champions. Ça ne sert à rien de se voir trop beau. Il va falloir se voir à notre place, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune garantie sur le fait qu'on fasse une très bonne saison. On l'a vu contre Rennes, on s'est fait surprendre, on perd 1-0. Là, maintenant, il y a le Paris FC qui arrive, on va en parler tout à l'heure. Mais il n'y a aucun match qui sera donné à l'Olympique de Marseille. Donc, c'est soit on est sérieux et on gagne les matchs, soit il y en a beaucoup qui vont vite déchanter et qui vont vite partir de l'Olympique de Marseille. Une recrue cette fois, Joël Ordonez. Alors, on ne sait pas si ça peut être une recrue ou pas, mais le dénouement, en tout cas, serait proche, parce qu'il y a un ultimatum qui a été lancé, parce que tout simplement, Crystal Palace est très intéressé par le joueur. Et s'il n'y a pas d'accord dans les prochains jours, Crystal Palace aurait l'avantage. Et dans ces cas-là, ça ferait
un joueur une piste en moins en défense centrale pour l'Olympique de Marseille. Je rappelle, c'est la piste prioritaire des dirigeants de l'OM. Ouais, totalement, oui. Le problème, c'est que ce dossier traîne depuis très longtemps. Alors, je veux bien que la philosophie olympienne cet été soit la patience. On l'a vu sur le dossier Ouéa, on l'a vu sur le dossier Petchao, sur le dossier Aubameyang aussi. Je trouve que ce dossier traîne un petit peu en longueur. Le joueur veut venir du côté de l'OM. Son club le bloque parce qu'ils attendent des garanties sur le paiement, notamment de ces 35 millions d'euros, qui me semble un petit peu quand même un chèque un petit peu élevé pour le coup. Mais ça bloque pour Ordonez. J'espère que ça va se faire parce que là, encore une fois, on n'en a pas parlé, mais pour l'instant, il manque un joueur en défense centrale. On l'a vu encore une fois du côté de Rennes. C'est quand même très compliqué. Kondogbia, on voit très bien que c'est compliqué. Sur la première période, c'était catastrophique. L'alignement était catastrophique, la profondeur adverse n'était pas du tout couverte. Enfin, c'était très, très, très inquiétant. Heureusement que Roulier était là. Mais est-ce la faute, moi je te pose la question, Bastien, est-ce la faute de Kondogbia finalement? Est-ce qu'il devait jouer ce match? Non? C'est une bonne question, effectivement. C'est une bonne question. Effectivement, pour moi, il n'aurait pas dû jouer ce match. Il n'aurait pas dû jouer ce match. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison, parce que Roberto De Zerbi avait annoncé 2 semaines avant, qu'avec la suspension de Facundo Medina, ça serait Egan Riley et Balerdi qui seraient en défense centrale. Et on a vu sur la deuxième période justement que c'était la bonne osmose justement entre les deux, notamment Egan Riley que j'ai trouvé excellent, que j'ai trouvé bon. Non, effectivement, ce n'était pas forcément la faute de Kondogbia, mais le problème, c'est qu'on a remis toujours la même chose, que Kondogbia, il ne joue pas à son poste, donc on peut lui tomber dessus. Le problème, c'est qu'il comble des brèches. Ce n'est pas son poste, c'est un joueur qui a son âge, qui n'est pas forcément défenseur central dans l'âme. Il peut dépanner, il a dépanné la saison dernière sur une défense à 3 notamment. La défense à 4, c'est trop compliqué, il y a beaucoup plus de prise d'informations à avoir. Donc, il nous faut un défenseur central. Medina n'est même pas sûr de revenir pour le Paris FC. C'est un problème dont on n'a pas encore parlé, mais effectivement, c'est quand même une tuile aussi. On voit que l'effectif est encore court, et encore une fois, il ne reste que 10 jours de mercato, et sans parler de l'affaire Rabiot, on voit que l'effectif est encore un petit peu juste sur certains postes clés, notamment la défense centrale, qui pour moi était encore une fois le poste prioritaire à couvrir cet été. Ouais. Juste pour revenir légèrement sur Geoffrey Kondogbia, alors j'apprécie la mentalité de l'homme, hein, et quand tu dis qu'il joue pas à son poste, c'est quoi son poste? Parce qu'aujourd'hui, moi, milieu de terrain, il est mauvais. Défenseur central, il est mauvais. Donc en fait, il n'a pas de poste, ce mec. Faut arrêter les sacrifices là. On est en train de donner un salaire énorme à un joueur C'est qui ça a qui fait fait. 3 ans déjà à l'OM. Moi, cite-moi un match où Geoffrey Kondogbia a été impeccable. Franchement, j'en ai pas un. Le dernier qui me vient, c'est à la limite une défaite. C'est quand il avait joué milieu de terrain contre le PSG et il n'avait pas été mauvais. Effectivement, moi je suis en Nation. Ouais, c'est vrai. Il franchit le milieu de terrain parisien. Tu t'y attends pas parce que c'est Kondogbia. Donc non, non, mais très sincèrement, moi je m'en sépare et au plus vite. Mais je pense que les dirigeants de l'OM sont conscients du problème Kondogbia, c'est juste qu'il n'a pas d'offre. Mais comment on a pu alors à l'époque, c'était sous Marcelino, on avait recruté Kondogbia, on s'est dit bon bah pourquoi pas, c'est un joueur d'expérience, il a un bon CV. Mais honnêtement, on lui a donné beaucoup de chance et je pense que on réalise enfin que bah, Kondogbia, c'est au mieux un remplaçant du remplaçant ou un remplaçant vraiment que tu envoies là, au 4 pipe à la 80e pour serrer le jeu. Mais sinon, ça vaut pas grand-chose, quoi. C'est dommage parce que c'était un joueur qui était intéressant à l'Atlético Madrid, à Monaco. Mais moi, je tourne la page au plus vite. De toute façon, il y a énormément de joueurs qui sont indésirables à l'OM. Il y en a une dizaine là. Mais Marseille n'arrivera malheureusement pas à se délester de tous ces fardeaux. Bon, on les appelle comme ça, mais c'est des bons mecs, hein, mais honnêtement, pour jouer à l'Olympique de Marseille, il faut quand même un rendement qui justifie ton salaire. Et là, aujourd'hui, très clairement, il n'y a pas ce rendement-là. On va parler du coup du plan B d'Ordonez, si jamais ça ne se fait pas. Ça serait Benjamin Pavard. Alors, beaucoup plus de références, là, pour le coup, pour Benjamin Pavard, mais il est aussi beaucoup plus vieux. Qu'est-ce que tu en penses? Il est sur la liste des transferts, entre guillemets. L'Inter lui en demande 18 à 20 millions d'euros aux personnes, aux clubs qui le veulent. Notamment, il y a Lille. Mais moi, je rappelle aussi que c'est un énorme salaire. Et si ça floppe comme Kondogbia, on se retrouve avec un énorme poids. Donc, moi, personnellement, je n'irai pas dessus. Mais bon, ton avis, Bastien?
C'est une piste un petit peu surprenante. On sait que le LOSC est également sur les rangs. L'OM a manifesté un intérêt. Je sais que son entourage le propose un petit peu à tous les clubs en ce moment, de Pavard, notamment au Barça, mais le Barça n'en veut pas, malheureusement pour lui. C'est une piste un petit peu surprenante, tu l'as dit, c'est un joueur qui commence à être âgé, 29 ans, il va avoir un gros salaire, il vient de l'Inter de Milan, il avait fait quand même une première saison plutôt intéressante, la saison dernière c'était un petit peu plus compliqué, on a vu que sur la fin de saison il était blessé en plus, notamment en Ligue des Champions, il était revenu un petit peu là vite notamment, donc c'est un petit peu surprenant, je ne suis pas forcément conquis par le profil du jeu, on sait qu'il est quand même beaucoup plus à l'aise. En équipe de France, ça l'a pas forcément toujours fait. Il a quand même des références un petit peu aléatoires. On sait qu'il connaît la Ligue 1, il a joué à Lille, donc c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. Maintenant, je suis quand même très surpris. C'est un joueur qui peut également jouer axe droit, donc pas forcément l'axe qu'on veut également. Donc surprenante comme piste. Maintenant, je préférerais largement miser sur Jean Ordonez, quitte à mettre un chèque un petit peu plus élevé, pour effectivement se projeter un petit peu sur l'avenir et avoir une revente quand même beaucoup plus assurée avec le défenseur équatorien. Moi, au-delà de ça, hein, moi, je vais parler juste du budget. L'Olympique de Marseille a un budget quand même assez restreint sur cette fin de mercato. On va dire que Medina et Pecchao, ça a été financé par l'argent de la Ligue des Champions. Il y a eu quelques ventes également qui ont servi pour financer ces achats-là. Mais aujourd'hui, si l'Olympique de Marseille doit lâcher un 20 millions d'euros, un 30 millions d'euros, c'est sur des joueurs en devenir. Parce que très clairement, ça ne correspond pas du tout à la philosophie que veut avoir l'Olympique de Marseille ces prochaines années. Parce qu'aujourd'hui, tu achètes Benjamin Pavard à 18 ou 20 millions d'euros. Tu le revends combien dans 2-3 ans, Benjamin Pavard? 5, 10, 15 max? Tu le revends pas. Comme dans C'est un autre gars après. C'est ce que je veux dire. Ou alors, c'est un super joueur, mais qui va de toute façon, qui te rapportera rien sur tes prochaines années. Je pense pas que ça soit le but. Donc, c'est pour ça que je crois pas trop à cette piste, même si ça a été sorti par l'équipe. Et moi, je crois beaucoup plus au plan A. Joël Ordonez. Moi, je rappelle le dossier Pecchao. Il y a eu des plans jusqu'à Z qui ont été sortis. Au final, l'Olympique de Marseille est resté sur le plan A. Pareil pour Timothy Weah. Ça sera à peu près pareil, je pense, pour Ordonez. Par contre, il faut agir vite parce que si jamais Ordonez lâche l'affaire, parce que c'est aussi le joueur qui est fortement convaincu par les dirigeants de venir. Et si jamais il dit bon bah ok, je veux bien signer à Crystal Palace, là ça peut être très 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 compliqué. C'est pas faux. L'axe défensif continue. Roberto De Zerbi l'avait déclaré. Un arrière gauche allait arriver, ou en tout cas un joueur pouvant jouer piston arrière gauche, donc sur le côté gauche tout simplement pour concurrencer Facundo Medina, Ulysse Garcia s'il reste, parce que bien évidemment il n'est pas sûr aussi de rester. Kostas Tsimikas est visé, ça a été sorti hier, et Emerson Palmieri également. Qu'est-ce que tu penses de ces deux arrières? Est-ce que tu as une préférence? Clairement, j'ai une préférence pour Tsimikas, très clairement. Pourquoi? Je vais mettre un petit peu à la place du supporter à lambda. Emerson Palmieri est un joueur qui a joué du côté de l'OL, donc forcément, on va essayer d'éviter. Gros flop à l'OL. Hein. Ouais, on va essayer d'éviter ça, d'imposer ça aux supporters marseillais. Non, en plus, totalement, un joueur de Liverpool est quand même un petit peu, a quand même certaines garanties. Alors là aussi, ça reste quand même des joueurs. Encore une fois, c'est le même problème. Ça reste des joueurs expérimentés, donc forcément avec un gros salaire. Est-ce qu'une revente potentiellement, ça reste compliqué. Je comprends un petit peu le fait de vouloir solidifier l'effectif avec des joueurs justement aguerris la Ligue des Champions, tout du moins la Coupe d'Europe. Tsimikas c'était un joueur aguerri, très clairement. Maintenant, est-ce qu'on va penser à la revente par rapport à ça, si tant est qu'on les achète? Ça reste quand même compliqué, mais pour te répondre, ma préférence va très clairement au joueur de Liverpool. Ouais, moi, de toute façon, un autre Costas à l'OM, je signe tous les jours. Hein. On en a déjà connu un. Il pouvait marquer à tout moment. Alors, moi, j'attends la conférence de presse de Costas Tsimikas. Mais non, très sincèrement, Tsimikas, ça reste un bien meilleur joueur, hormis ses petits défauts, on va dire, notamment sur le jeu aérien. Mais il y a un monde entre Emerson et Costas. Et de très loin, Tsimikas est devant, notamment parce que Robertson va rester normalement à Liverpool, mais je pense même que Tsimikas est au-dessus maintenant de Robertson. Donc bon là ils ont recruté Kerkez, donc forcément il y a
il y a 3 joueurs pour un poste. Ils ne peuvent pas garder Tsimikas ou alors ils doivent vendre Robertson. Donc, ça sera Tsimikas qui va partir, juste déjà pour les services rendus pour Robertson. Mais Tsimikas, si l'OM le fait, ça sera en prêt avec obligation d'achat entre 10 et 15 millions d'euros. Le risque, il est quand même assez minime parce qu'au pire des cas, il n'y a pas d'obligation d'achat. C'est super pour l'OM. S'il y a une obligation d'achat, je pense que ça sera bien négocié, un peu à la Timothy Weah. Je pense que c'est un deal comme ça et ça ne sera pas un très gros risque pris par l'Olympique de Marseille. Après, tu sais, Louis, on va parler peut-être d'un problème qui est un petit peu extérieur à tout ça, mais il faut quand même aussi parler de la masse salariale. Le problème, c'est que l'Olympique de Marseille a une masse salariale qui commence à prendre un petit peu l'eau, d'après ce qu'on sait. Donc, tu vas faire venir un joueur expérimenté, Liverpool, qui joue dans un club anglais de standing. Il va quand même arriver avec un salaire potentiellement élevé. Je pense qu'il va intégrer largement le top 10 de l'Olympique de Marseille. À voir aussi si ça ne va pas totalement déborder toute cette masse salariale. On sait que tu l'as dit tout à l'heure, il y a des indésirables qui ont des salaires malheureusement quand même assez élevés également. Je pense à Unai. Donc attention à pas faire totalement tanguer le navire de partout parce que là, pour l'instant, c'est un petit peu le Titanic qui s'organise. Ah ouais, c'est sûr. Après, tu vas te délester du plus gros salaire du club, Adrien Rabiot. Donc, il va avoir un petit peu de manne financière. Jonathan Roux qui va partir. Joël Ordonez, très clairement, ça ne sera pas un très gros salaire. Ça va pas être ça qui va pencher la balance, notamment négativement. Et puis après, tu as quand même du monde qui doit partir cet été. Tu as quand même Blanco, tu as Unai, tu as Meite, tu as Mumbagna, tu as Mopé qui a un très gros salaire. Ulysse Garcia, bon, on ne sait pas trop s'il va rester, mais s'il y a Tsimikas plus Facundo Medina, moi je le vois pas du tout rester. Donc tu as des joueurs comme ça. J'oublie pas Derek Cornelius également qui est ciblé par un autre club. Donc l'OM pourrait le vendre pour 4 millions d'euros. C'est un joueur qui a aussi un salaire qui est assez imposant. Donc c'est clair que l'OM doit d'abord, on va dire, vendre ses joueurs. Après, Tsimikas, c'est vrai que si tu vends personne et que tu prends Tsimikas, ça va commencer à faire mal, hein. Mais bon, c'est pas notre argent, on va dire. Donc, il y a une saison à préparer. Je pense que l'OM le sait. Et si l'OM n'atteint pas ses objectifs, notamment de Ligue des Champions, parce qu'il n'a pas mis l'argent à ce moment-là, ah bah là, ça sera encore plus grave. Donc, je pense que l'OM mettra l'argent, même si les mecs ne sont pas vendus. Mais je pense que les 10 derniers jours, va falloir surtout s'attendre à beaucoup, beaucoup, beaucoup de départs si jamais il y a des offres. Puis tu l'as dit, de toute façon, ce qui est sauf, c'est qu'il s'appelle Costas, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, il peut marquer à tout moment. Zegrova, le Lillois. Alors, l'OM ou la Juve pour Eden Zegrova? La question est simple, Bastien. C'est pas une question à 1 million d'euros. Qu'est-ce que tu en penses? Mais plutôt à 18-20 apparemment. C'est ce qui est sorti. 18 ou 20 millions d'euros pour Eden Zegrova. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, c'est beaucoup trop cher pour moi. Mais toi, est-ce que tu penses qu'il va signer à la Juve ou à l'OM? Très honnêtement, je serai à sa place entre la Juve et l'Olympique de Marseille à l'instant T, une semaine après la bagarre Rabiot-Rowe. Je signerai plutôt à Turin pour le coup, même si je suis Marseillais à fond, on le sait. Je pense que ça va être compliqué pour l'Olympique de Marseille. Certaines âmes que je connais sont plutôt optimistes. Moi, je le suis un petit peu moins. Pour une raison toute simple, c'est que je ne vois pas comment Zegrova peut forcément avoir un statut titulaire la saison prochaine, hormis si, comme tu l'as dit tout à l'heure, Greenwood est un petit peu recentré dans l'axe et lui sur le côté droit. Ça reste un très bon joueur, Zegrova, j'ai aucun doute là-dessus. C'est un joueur percutant, mais c'est un joueur qui rentre beaucoup vers l'intérieur. Je ne le vois pas du tout jouer dans l'axe, ou tout du moins être déporté sur le côté gauche, pas du tout. C'est un joueur côté droit, on sait qu'il peut faire des différences. C'est un très bon centreur, honnêtement, c'est un super joueur. Il reste sur une blessure aussi, donc c'est à méditer, mais surtout, c'est un joueur qui, je pense, s'il n'est pas titulaire, est tout à fait le genre de joueur qui peut mettre un petit peu, la pagaille. On ne parlera pas de MMA pour ce joueur-là, mais c'est un joueur qui peut également avoir un petit peu la tête qui peut dérailler, même si, encore une fois, je le répète, c'est un très bon joueur. Donc, si l'OM ne fait pas Zegrova, je n'en serais pas triste maintenant. Maintenant, à voir comment s'articule vraiment le 11 de l'Olympique de Marseille, si Greenwood est recentré ou pas. Mais j'opte quand même globalement pour un départ à la Juve, malheureusement.
Alors moi, je pense que Zegrova va venir à l'Olympique de Marseille, déjà tout simplement parce que le joueur veut venir, tout simplement parce que la Juve n'a absolument pas les moyens de s'offrir Edon Zegrova. Il faut qu'ils vendent Nico Gonzalez. Malheureusement, l'Atlético Madrid, ou plutôt heureusement, ne sont plus trop chauds sur le dossier. Donc ils en attendent 25 millions d'euros. C'est très très cher hein, quand même pour Nico Gonzalez. Donc Edon Zegrova, alors les Lillois, je sais pas à quelle sauce ils veulent manger les clubs, mais ça sera jamais 18 ou 20 millions d'euros pour Edon Zegrova. Hein. Là, je pense que c'est des infos sorties d'Italie. C'est la Gazzetta qui sort ça, mais je pense que Edon Zegrova, ça va se finir à 15 millions et peut-être un bonus ou plutôt à 10 millions, plus des bonus et un gros pourcentage à la revente, mais jamais à un an de la fin de son contrat. 9 mois qu'il est blessé, 18 ou 20 millions d'euros. Ces infos-là sont complètement erronées hein, pour moi. Après, je n'ai pas toutes les infos, mais ça me semble quand même assez lunaire, en tout cas. Et je pense que oui, il finira à l'Olympique de Marseille. Moi, je le vois titulaire. Je pense que si les dirigeants s'adressent à Zegrova aujourd'hui, c'est pour lui proposer un poste de titulaire. Moi, j'ai été un des seuls qui a aimé Mason Greenwood quand il était numéro 10. Je ne l'avais pas trouvé mauvais, justement, notamment contre l'AS Monaco. Moi, j'en ai un bon souvenir. Je trouve qu'il percute avec le ballon. Après, c'est vrai que les efforts défensifs, il les fait beaucoup moins. Mais pourquoi pas? Moi, j'aimerais tester ça. Surtout que je pense que l'Olympique de Marseille va surtout pas chercher un numéro 10, mais plus un 8. Donc voilà, je pense que Zegrova pourra s'intégrer. Et puis, il a besoin de reprendre aussi le rythme. Si on vend Greenwood l'année prochaine, eh ben, il sera titulaire sur l'aile droite, tout simplement. Donc, Zegrova à l'OM, moi, je dis oui et je pense que ça va se passer. On va parler du match qui arrive quand même. C'est ce samedi. On va se reconcentrer sur le football. On Ouais. arrête le MMA et les actus mercato. Mais il y a un match à préparer samedi. Les hommes de Roberto De Zerbi ont repris l'entraînement. Hein. Même Adrien Rabiot et Jonathan Rowe s'entraînent à part, tous les deux ensemble, main dans la main. Mais ouais, il y a un match. Marseille-Paris FC, ça arrive. Le Paris FC a perdu son premier match contre Angers. Marseille a perdu son premier match contre Rennes, tous les deux sur le score de 1-0. Il y a un duel sur ce match, Bastien. C'est André Gomes et Maxime Lopez. Maxime Lopez, l'ancien Marseillais. Qui tu penses va gagner? Ben là, on pourrait également parler de Rune entre les deux joueurs, parce que c'est le même gabarit, globalement, à peu près. C'est le même poids. C'est le même poids coq, mouche, je ne sais pas. Angel Gomez. Bastien, entre les deux. Ça. J'ai beaucoup aimé Maxime Lopez, c'est vraiment un joueur agréable, un joueur voilà, qu'on a aimé du côté de l'Olympique de Marseille. En plus, il est toujours un petit clin d'œil pour les Marseillais, donc c'est plutôt intéressant. Voilà, on va rester Marseillais, on va miser sur Angel Gomez parce que pour le coup, j'ai trouvé qu'il a fait une très très bonne préparation et j'ai trouvé très bien intégré au système de De Zerbi. Sur le premier match, il a été un petit peu trop neutre à mon goût. Maintenant, c'était à Rennes, c'était un petit peu un match particulier, 11 contre 10. Il n'a pas trop su forcément prendre les choix qu'il fallait faire, mais bon, c'est pas été plus mauvais, loin de là, je tiens à le signaler. Je miserai sur Angel Gomez parce que justement, ça va être sa première au Vélodrome. Il va falloir qu'il montre un visage aux supporters à Marseille qui le ressemble pour toute la saison. S'il veut vraiment se mettre les supporters dans la poche, il va falloir qu'il sorte un très très gros match. Mais je l'en sens capable. Alors pour le coup, je serai au Vélodrome samedi. On m'annonce une ambiance de folie, très clairement. Donc il va avoir la pression. Ce ne sera pas le seul. Honnêtement, ça va être grandiose, je pense. Ouais, moi je tiens juste à préciser, je vais pas parler du duel, mais de Maxime Lopez, de ce qu'il a déclaré après le match contre Angers, parce qu'il y a aussi des embrouilles hein, dans les autres clubs, et Maxime Lopez, il a un peu mis le feu aux poudres en disant que ses coéquipiers se croyaient peut-être arrivés, mais la Ligue 1 c'est beaucoup plus dur que ça, et qu'il y avait Marseille du coup samedi, et que ça arrive très vite et très fort. Donc je pense que le Paris FC aussi n'est pas forcément prêt à l'image de ces déclarations-là. Maxime Lopez, on adore le joueur et on croyait beaucoup d'ailleurs en ce joueur-là quand il jouait à l'Olympique de Marseille. Il a fait des super prestations. Après André Gomes, moi je trouve que c'est des profils qui se ressemblent. J'ai hâte de voir ce duel. Personnellement, je ne mettrai pas de favori, même si je pense que Marseille aura l'avantage dans tous les cas parce qu'ils ont un effectif beaucoup supérieur au Paris FC. Mais au-delà de ça, je pense qu'André Gomes doit prouver aussi qu'il est d'un standing beaucoup plus haut qu'un Maxime Lopez.
même si voilà, Maxime Lopez, c'est un très bon joueur et je pense qu'il va nous le montrer samedi. La composition, alors là, on a dû composer un petit peu avec sans les yeux, on va dire, parce que pour remplacer Adrien Rabiot, comment faire pour gagner sans Adrien Rabiot? Alors l'Olympique de Marseille, c'est quand même gagner sans Adrien Rabiot, mais très clairement, il y a pas d'ailier gauche, il y a pas de vrai numéro 10 qui se dégage. Il y a très clairement des choix à faire pour Roberto De Zerbi dès ce week-end. Alors, on a mis Harit et on a mis Gouiri à gauche, mais ça pourrait être aussi l'inverse. Ça pouvait être un jeune qui joue au milieu de terrain. Tu la vois comment cette composition, Bastien? Honnêtement, je pense qu'on a bricolé, mais je pense que c'est le meilleur bricolage à faire. On n'est pas forcément monsieur bricolage, mais pour le coup, on a été plutôt séduisant, j'ai envie de dire. La seule vraie inconnue pour moi, ça reste Facundo Medina. Est-ce qu'il sera prêt à temps? Il avait l'air d'être positif, comme il a dit en espagnol. Ça serait une bonne chose parce que Medina, je l'ai trouvé bon dans la préparation et ça serait tout à fait le genre de joueur qui peut justement lui stabiliser l'arrière-garde. Je crois beaucoup en lui vraiment pour apporter cette sérénité supplémentaire, contrairement à Kondogbia. Effectivement, tu l'as signalé, le poste d'ailier gauche va poser problème. Heureusement que Amine Gouiri est un joueur qui tourne un petit peu autour, même Aubameyang. Donc, c'est plutôt intéressant d'avoir ces deux joueurs-là qui peuvent switcher. Amin Harit, il va ressortir du placard. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution pour le coup. On l'a vu sur le banc à Rennes. On voyait qu'il avait très envie de rentrer en jeu. Il n'a pas été du tout, malheureusement appelé Il aurait par. fait du bien, hein. Mais oui, totalement. Je pense que s'il doit montrer quelque chose, c'est maintenant. C'est maintenant. Imaginons que Amin Harit, qu'il soit titulaire ou pas, sorte un gros match contre le Paris FC. Pourquoi ne pas relancer ça? Son aventure marseillaise, qui serait totalement improbable, je ne te le cache pas, avec tout ce qu'on a dit ces derniers mois. On sait qu'il sort d'une saison quand même très compliquée, avec des blessures, avec un carton rouge contre le PSG. Mais pourquoi pas, imaginons qu'il nous sorte un pur match avec une passe décisive, un but, je ne sais pas. Mais il pourrait relancer les débats et justement montrer qu'il en a encore sous le coude. Je pense réellement que c'est un joueur qui a du potentiel. Maintenant, il n'a pas encore tout à fait montré du côté de l'OM, malheureusement. Il a eu des bonnes séquences. J'ai entendu notre ami Raph qui disait que j'étais assez d'accord avec lui d'ailleurs, quand il avait des joueurs statistiques avec lui, il était capable de les fournir justement. Donc, ça sera le moment. Il va avoir des joueurs à stats avec lui, à ses côtés. Gouiri, Oba et Aubameyang et Greenwood. Donc, j'attends vraiment de voir la composition de Zerbi. Je pense qu'une heure avant le match, on va bien rigoler en salle de presse avec mes collègues parce que ça va être fantastique. Moi, je vais juste revenir sur Amin Harit. Voilà, c'est pas pour faire de bashing, hein. Moi, je le trouve très bien dans un rôle de remplaçant, mais aujourd'hui, il a un trop gros salaire pour être remplaçant et c'est surtout pas un titulaire à l'Olympique de Marseille. Alors, si Marseille pense que Amin Harit va être titulaire tous les matchs, franchement, je serais un peu dégoûté parce que dans tous les gros matchs, Amin Harit nous a prouvé qu'il n'a pas fait un gros match quand il était titulaire. Je rappelle juste, hein, et c'est l'argument que j'avais donné à Raphaël, mais quand il était titulaire dans un club, c'était 8e de Ligue 1. Et le jour où il a été titulaire aussi à Schalke, c'est quand ils sont descendus en deuxième division. Donc non, franchement, c'est pas du tout assurance tout risque avec Amin Harit. C'est tout le contraire. Donc c'est quelqu'un qui, sur un match, peut te faire un match excellent contre des petites équipes. Moi, je le vois un peu comme ça, contre des équipes où il y a un peu d'espace, où il peut faire un peu de gris-gris, le geste de trop parce qu'il le fait à chaque fois, finalement. Quand on dit il va lâcher le ballon au bon moment, il le fait à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il fait le geste de trop. À chaque fois, il ne fait pas le bon geste. À chaque fois, il ne la donne pas au bon moment. Alors qu'il aurait pu. Il aurait pu le faire. Mais voilà, c'est ça les défauts de Amin Harit. C'est un joueur qui est excellent pour se retourner, qui a un super contrôle orienté. Par contre, dès qu'il s'agit de finir une action, de passer la balle au bon moment, il n'est pas là. Donc, moi, j'y crois plus. Il a 27 ans aujourd'hui. Il est revenu d'une blessure l'année dernière. Ça l'a complètement planté alors qu'il faisait un bon début de saison. Là, pour le coup, il était titulaire. On demandait qu'à voir. Il revient, il est plus bon. Il fait le match contre Paris juste avant sa blessure où il fait le carton rouge. Et puis après, on ne le voit plus jamais. Donc, non, très sincèrement, pour moi, l'aventure d'Amin Harit, elle est terminée à l'Olympique de Marseille. Et je pense que l'Olympique de Marseille ne le regrettera pas, malgré que ça soit un bon joueur et qu'il aurait pu apporter à Marseille lors de son entrée en jeu s'il y avait eu entrée contre Rennes. Après, au-delà de ça, il y a Gouiri aussi qui pourrait jouer à ce poste de numéro 10. C'est vrai. Mais il n'y a personne à gauche. Franchement, Roberto De Zerbi doit bricoler quelque chose.
Mais Gouiri aurait été la personne qui aurait été testée le plus en numéro 10 sur cette semaine d'entraînement. Donc pourquoi pas. Ou en tant que 9,5 juste derrière Aubameyang, je pense que ça peut être testé. Roberto De Zerbi l'avait dit aussi en conférence de presse. Il avait dit que Gouiri et Aubameyang pouvaient jouer l'un et l'autre en même temps. Ça peut être l'occasion aussi de voir ce duo, voir comment ils se complètent. Parce que l'alchimie entre Gouiri et Rabiot n'était pas du tout là. Donc pourquoi pas Gouiri et Aubameyang. Est-ce que toi tu y crois, Bastien? Ouais, on a déjà parlé de ce débat. Louis, tu sais que je crois en cette association. Maintenant, les lancer comme ça, le premier match au Vélodrome, tous les deux comme ça, même s'il n'y a pas forcément le choix, ça me semble un petit peu hasardeux. Moi, j'aurais une solution, faire une pige à Luis Enrique pour qu'il vienne reprendre le couloir gauche. Ça peut être intéressant aussi, qu'est-ce que ça me pense? Ouais, pourquoi pas. Moi, tu sais qui je vois, parce que ça m'étonnerait peut-être que Roberto De Zerbi mette Harit, parce que Harit est tout simplement sur la liste des transferts. On sait qu'un club saoudien s'intéresse à Amin Harit, donc s'il se pète, alors là, l'OM aura tout perdu cette semaine, tout simplement. Moi, je vois bien Timothy Weah. C'est ce que je vais te dire aussi. Ouais, Je vois bien ouais, Timothy ouais, c'est Weah vrai. aller sur l'aile, voire même Greenwood à gauche, Timothy Weah à droite pour le mettre en confiance. C'est vraiment une possibilité, ça. Je pense que l'OM va songer à faire ça. En tout cas, De Zerbi va songer à faire ça parce qu'il ne va pas changer son système du jour au lendemain. Et je le vois bien, je le vois bien mettre Gouiri en 10, Weah à gauche ou à droite. Et puis après, Medina, on verra. Mais effectivement, Medina, déjà, rien que dans l'application, dans la mentalité, c'est le cadre qu'il faut à l'Olympique de Marseille. C'est un vrai capitaine pour le coup. Et c'est pas un capitaine, je pense, qui aurait réagi comme ont réagi les cadres comme Hochberg, Balerdi ou Rouli, qui remettent la faute juste sur un joueur, mais plutôt, les gars, là, on n'a pas été bon. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on remet la faute que sur un seul joueur ou est-ce qu'on se remet tous en question? Ça, c'est ce que j'aurais aimé voir à la suite du match contre Rennes. Après, attention, Roberto Zerbi est quand même assez classique dans ses compositions d'équipe, mais il nous a quand même habitués à 2-3 sorties un petit peu hasardeuses. Je me rappelle de l'Olympico, il me semble, la saison dernière à Marseille, où il avait placé Greenwood à numéro 9, ce qui avait totalement surpris tout le monde. Il est capable de faire ce genre de choix un petit peu farfelu. Ça m'étonnerait qu'il le fasse sur ce match contre le PFC, mais on n'est jamais à l'abri d'une petite surprise folklorique de notre ami italien. Ah ouais, ou un jeune, Bacola, qui remplace Gomez numériquement, qui remplace Rabiot et Gomez un peu plus haut. C'est aussi possible, hein, mais bon, ça, on verra samedi. J'ai hâte d'y être en tout cas. Moi aussi. Les pronostics, 3 buts à 1 pour l'Olympique de Marseille. On y croit quand même, Bastien. Forcément, on va rester Marseille jusqu'au bout. On s'est loupé à Rennes, on était 11 contre 10, on a fait n'importe quoi. Ce qui m'inquiète le plus dans toute cette histoire, et on n'en a pas forcément parlé, c'est qu'à Rennes, on a vu exactement les mêmes symptômes que l'année dernière. On se fait prendre sur un vieux contre, on est mauvais dans la gestion de la profondeur adverse, on n'arrive pas à marquer un but, on n'arrive pas à se créer de réelles occasions. Alors on pourra dire que Rabiot a tiré sur le poteau, mais ça reste une frappe de loin, parce que c'est vraiment une occasion. On a vu que c'était Murillo qui avait touché le poteau aussi de la tête, un défenseur. On a vu que c'était Balerdi qui avait aussi la plus grosse occasion dans la défense. Donc ça reste quand même des occasions finalement créées par des défenseurs, ce qui me pose un petit peu problème. Je pense réellement que Marseille va devoir sortir le bleu de chauffe samedi. Alors l'occasion est parfaite parce que ça va être un club parisien. On sait que la motivation sera là quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas forcément le PSG. Ça sera justement un préambule du Classico le 21 septembre prochain auquel j'assisterai. Je pense réellement que l'Olympique de Marseille va se sortir les doigts, clairement, comme on peut dire. Je pense réellement que cette semaine a été justement la prise de conscience que tout peut être un petit peu sauvé, entre guillemets, par un résultat positif sur le plan sportif. Il va falloir prendre ces 3 points. Il va falloir vraiment pas perdre de temps pour ouvrir le compteur. Je pense quand même qu'il y a des gars dans cette équipe qui sont capables de tirer la sonnette d'alarme. Je pense à Aubameyang, je pense à Højbjerg, même si évidemment son statut est là aussi un petit peu plus compliqué qu'il y a quelques temps. J'espère honnêtement que le discours va aller dans le même sens et que cet Olympique de Marseille, on va enfin le trouver sur cette deuxième journée, parce que pendant la préparation estivale, on a trouvé une vraie équipe. C'est ça qui est encore plus incompréhensible, malheureusement. Moi, je pense pas que l'OM fera un super match, hein. Voilà, je pense qu'après une semaine de crise, l'important, ça va être de gagner surtout, même si c'est là-bas. Bien sûr. Et c'est ça qui va être vraiment important, parce que remettre les têtes à l'endroit, ça passe par des victoires. Et aujourd'hui, le Paris FC, c'est un peu l'adversaire idyllique.
c'est bien de les prendre maintenant parce qu'ils vont avoir une fin de mercato très mouvementée de la part du Paris FC. Donc, très sincèrement, on les prend au bon moment. Je pense que Maxime Lopez, ses déclarations qu'il a mis après Angers, elles sont pas anodines non plus. Je pense qu'il y a des trous d'air dans cette défense parisienne. Et je pense que Aubameyang ou Greenwood va pouvoir en profiter. Justement, les buteurs, je les ai cités, Aubameyang, Greenwood. Tu vois un autre marqué? Gouiri, pourquoi pas? Oui, ça serait Gouiri, bien. qui a été très discret pendant la préparation. Il a été vraiment transparent en Rennes, tout du moins quand il était au poste de numéro 9. J'aimerais qu'il se relance parce qu'il reste tellement sur une demi-saison vraiment spectaculaire avec l'OM et franchement, il a convaincu tout le monde que j'aimerais bien qu'il remette un petit peu le contact cette saison. Évidemment, Greenwood, on sait que ce sera le danger numéro 1. Alors, il n'a pas marqué à Rennes, mais c'est lui qui a créé tout le danger marseillais. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est par lui que le danger arrive. Aubameyang, que j'ai trouvé très discret à Rennes. J'aimerais quand même qu'il montre autre chose au Vélodrome, justement. Il va être acclamé comme lors de son retour. Donc, Aubameyang, Greenwood, ça me semble des valeurs sûres, mais j'aimerais beaucoup que Gouiri mette un petit peu son grain de sel dans ses pronoms. Ouais, je suis complètement d'accord. Et du côté du PSC, Ilan Kebal, alors c'est celui qu'on ressort le plus du côté du PFC. Alors, il y a des bons éléments quand même. Il y a Crasso, il y a Maxime Lopez. Mais Kebal, moi, c'est celui qui m'a le plus impressionné dans cette préparation. En tout cas, il avait mis un super but contre Saint-Etienne, notamment. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Kebal? Oui, justement, Saint-Etienne qui suivait le joueur depuis quelques mois, il y a quelques temps. Donc, c'est un profil qui plaît. Et en l'occurrence, c'était quand ils étaient en Ligue 1. C'est un profil qui plaît. C'est un joueur qui peut tout à fait faire mal à l'Olympique de Marseille. Ça fait partie de ces genre de joueurs qui peuvent faire des différences. C'est un joueur un petit peu feu follet, qui n'a pas peur de grand-chose. C'est un jeune joueur. Il peut mettre des beaux buts, tu l'as dit. Il va pas être facile à prendre. J'attends vraiment de voir le marquage qui va être opéré sur lui. Mais effectivement, il va falloir se méfier de ce genre de joueur parce que c'est tout à fait le genre de joueur qui peut faire mal à une défense un petit peu lourde et patois de l'Olympique de Marseille. Eh bien, c'était tout pour ce talk show spécial bagarre. Non, je rigole. Mais non, c'était tout pour ce talk show juste avant le match contre le PFC. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau talk show avec, on l'espère, cette fois-ci, une victoire dans la poche. Et puis, on arrête les conflits dans le groupe parce que je pense que là, c'est l'heure de l'apaisement. Ouais. Allez, salut à tous. Salut Bastien. Ciao. Salut, ciao, bon match.